Good morning. Bon matin. On behalf of the Frederick Ebert Foundation, welcome. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Petite annonce de service, il y a encore des appareils pour la traduction. We'll be speaking in English, French, and in German, so if you still need a headset, there's still some available just outside. Et s'il vous plaît, ne pas oublier de les remettre après l'événement, s'il vous plaît. Un petit mot sur la Fondation. La Fondation Frederick Ebert, c'est la plus ancienne des fondations politiques de l'Allemagne. Baptisée au nom du premier président social-démocrate de l'Allemagne, le mandat est largement la coopération internationale et le dialogue transnational. C'est ça ce qu'on est en train de faire vraiment aujourd'hui. So we have an exciting... On a un beau groupe avec 3 maires de grandes villes qui nous parlent de l'importance d'intégrer les immigrants dans nos grandes villes et on est heureux de les avoir avec nous. Gros merci à nos partenaires, Constant General de l'Allemagne et Argentine, le Gluten Institute, représentant de l'État de la Bavarie, la Bavière et les représentants de Montréal et merci à nos interprètes qui vont travailler fort à traduire l'événement. Tout l'événement ne serait pas possible sans l'Université McGill, en particulier Nadimi et Sharon. Merci d'avoir fait tout ce travail. À travers la prochaine heure, notre modératrice, c'est la professeure Angela Campbell. Elle est professeure en droit ici à l'Université McGill. Elle est également la vice-principale adjointe en matière des politiques académiques et de l'équité. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement la professeure Angela Campbell. Chers membres du corps diplomatique, chers élus et chers invités, bonjour et bienvenue à Montréal, à notre merveilleux campus de McGill au centre-ville. Dear members of the diplomatic corps, dear elected officials. Chers membres du corps diplomatique, membres élus et invités, bonjour et bienvenue au campus universitaire de l'Université McGill. Mon nom est Angela Campbell. Principale exécutive adjointe de l'équité et des politiques académiques ici à l'Université McGill. I have the great pleasure of... J'ai le grand plaisir d'être la modératrice pour cette discussion présentée par la Fondation Frederick Ebert et ses partenaires qui parle du développement social et économique des villes à travers l'intégration des immigrants. C'est bien sûr un sujet d'importance capitale, surtout pour les centres cosmopolitains comme l'Allemagne, Berlin et Buenos Aires. Pour Montréal, cette discussion vient au bon moment parce que cette année, on fête le 350e anniversaire de Montréal et notre pays célèbre son 150e. En même temps, on reconnaît ou on honore le fait que cette terre, pour des centenaires, a servi de lieu de rencontre pour les Premières Nations, Anishinaabe et Anishinaabe, entre autres. On remercie les Premières Nations qui continuent à marquer notre territoire et caractériser notre territoire où beaucoup de gens à travers le monde se retrouvent. Alors, je vais présenter nos panélistes. Je vais les présenter un à la fois. Monsieur Denis Coderre. Montréal en novembre 2013. Il est également président de la communauté métropolitaine de Montréal qui regroupe l'ensemble des municipalités de la région urbaine de Montréal. Auparavant, M. Coderre a occupé plusieurs postes ministériels et autres fonctions au sein du gouvernement du Canada, tels que celui du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, président du Conseil privé de la Reine et ministre responsable de la francophonie. Il a assumé ses fonctions alors qu'il était député à la Chambre des communes de 1997 à 2013, ayant représenté les électeurs du comté Bourassa qui l'ont élu à 6 reprises. M. Coderre est également très engagé sur la scène internationale en tant que président de Métropolis, l'Association mondiale des grandes métropoles, vice-président des cités et gouvernements locaux unis, membre du bureau de l'Association internationale des maires francophones, cofondateur du Strong Cities Network et membre du comité consultatif des autorités locales auprès des Nations unies. M. Coderre est diplômé de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa. Je vous présente M. Coderre.
Mr. Horacio Rodriguez Larreta was il a commencé sa carrière dans le secteur privé comme analyste du secteur privé pour Esso et comme membre de l'équipe Undersecretary de ministre argentin de l'économie. En 1995, il a été nommé directeur général de l'Association nationale de la sécurité sociale. En 1998, il a été nommé sous-secrétaire des politiques sociales du développement, secrétaire du développement social. En 2000, il a été nommé au service de santé pour les aînés, le plus gros centre du gouvernement en Amérique latine. Il a été contrôleur financier pour vérificateur financier à l'Institut de sécurité sociale pour le Province of Buenos Aires et directeur général du General Tax Office. En 2002, il a commencé à participer en politique avec Mauricio Macri, avec qui en 2005, il a fondé le parti PRO. Il a été nommé chef de cabinet de ministre de la ville autonome de Buenos Aires jusqu'en décembre 2015. Il a été nommé maire de la ville de Buenos Aires. Mesdames et messieurs, M. Horacio Rodriguez Larreta. Et M. Michael Mueller, le maire de Berlin, est maire à Berlin et il est allé dans une école secondaire spécialisée pour les affaires et l'administration et il a fini son cours d'apprenti en 1986. En 1986 à 2011, il a été imprimeur et était à son compte. Il s'est joint au Social Democratic Party, la SPD, en 1981. Il a été élu membre de la Chambre des communes en 1996 et il est là depuis. De 2001 à 2011, il a été à la tête du groupe parlementaire SPD dans le Chambre des communes en 2004. Michael Mueller est devenu le président du SPD dans l'État fédéré de Berlin, un poste qu'il a occupé jusqu'à 2012, où il a été réélu en 2016. En 2011, il a été nommé sénateur pour le développement urbain et environnement. M. Mueller est maire de Berlin depuis décembre 2014. En 2016, il a aussi entrepris des responsabilités pour les politiques d'éducation postsecondaire et recherche. M. Mueller, je voudrais l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue et l'inviter au podium. Le maire Mueller. Merci. Ces beaux mots, Denis Coderre et mon collègue Larreta. Mesdames et messieurs, merci pour l'invitation et l'occasion de vous parler de l'intégration et la situation dans nos villes. C'est une discussion très importante pour nous de mener à... Deutsch weiter. Berlin sehr wichtig sind. Ich will kurz beschreiben, wie die Situation in Berlin ist. Berlin ist eine Stadt, die seit vielen Jahren wächst. Qui est en train de croître depuis de nombreuses années. Nous approchons des 4 millions d'habitants. Il y a 40 000 personnes chaque année qui s'installent à Berlin. Et au cours des 2 années dernières, nous avons connu une vague d'immigration de réfugiés. À peu près 100 000 personnes sont arrivées de Syrie, d'Afghanistan, de plusieurs pays d'Afrique du Nord. Et il y a toujours 60 000 personnes issues de cette masse de réfugiés qui s'installent à Berlin. Donc, c'est une ville qui a connu de nombreuses vagues d'immigration. Et donc, l'immigration et l'intégration fait partie de la vie à Berlin. Et nous considérons cette immigration comme étant un enrichissement de Berlin, mais qui est bien sûr aussi source de problèmes dont il faut discuter ouvertement. Donc, c'est important de mener cette discussion parce que nous voyons comment des forces nationalistes et autoritaires cherchent à tirer profit de cette immigration, de cette intégration pour monter des cultures et des sociétés les unes contre les autres. Et c'est en tant que société urbaine éclairée, nous ne pouvons pas accepter qu'on monte ces deux communautés les unes contre les autres.
et des personnes qui cherchent à se réfugier, à échapper à la violence, à la guerre, qui cherchent la paix. Je remercie la Fondation Friedrich Ebert et l'université de nous accueillir ici et je suis ravie de pouvoir aborder ces sujets au moment du congrès Métropolis qui a lieu à Montréal sous la présidence de M. Coder et qui nous permet d'apprendre les uns des autres. Les problèmes se ressemblent à travers le monde en parlant d'intégration et il faut souligner également les chances et les profits que nous pouvons tirer de cette immigration. Il faut souligner que les réfugiés, les personnes qui arrivent dans nos villes, je parle de Berlin, ne doivent pas rester éternellement dépendants des systèmes de sécurité sociale, mais ils doivent être capables de reconstruire une existence. Il est important qu'ils deviennent des amis, des voisins, qu'ils créent des liens dans la ville, mais bien sûr qu'ils assument aussi les obligations et donc que des bénéficiaires se transforment en contribuables de notre société. Et ça, c'est un chemin ardu. Et nous avons connu de nombreuses réussites, mais aussi de nombreux échecs. Au cours des années, nous avons commis l'erreur, surtout en ce qui concerne les immigrants turcs. Berlin est la plus grande ville turque à l'extérieur de la Turquie. Donc, on croyait que l'intégration allait se faire tout seul, mais le bon voisinage ne se fait pas tout seul. Il y a des conditions qu'il faut mettre en place. Il faut prendre des initiatives pour que les personnes de cultures, de religions différentes se rencontrent et arrivent à vivre ensemble. Et nous constatons que même les descendants de la deuxième ou troisième génération se sentent toujours entre deux chaises, ne sont plus liés à leur pays d'origine, ne se sentent pas encore chez eux dans leur nouveau pays. Donc, il faut être honnête en Allemagne et admettre que nous sommes un pays d'accueil et un pays d'immigration, et il faut que nous mettions en place des conditions qui permettent aux personnes qui viennent de l'étranger de s'intégrer. Il y a des mesures toutes simples à prendre, par exemple la reconnaissance de diplômes qui continue à être un problème en Allemagne. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour l'intégration dans le pays d'accueil. Nous avons développé un plan directeur d'intégration et il y a 1 an et demi à peu près, un plan directeur à travers transversal couvrant plusieurs départements, la jeunesse, le développement urbain. Tous les différents départements ont travaillé ensemble sous ce plan directeur pour développer des mesures concrètes qui ont été mises en place. Donc, tout d'abord, il faut vraiment avancer dans le domaine de l'éducation. Nous avons mis en place des classes d'accueil pour les immigrants, des classes qui sont beaucoup plus petites que les classes régulières dans nos écoles à Berlin. Donc, une classe normale comprend 20 à 25 élèves et les classes d'accueil comptent entre 10 et 12 élèves. Nous avons des programmes pour l'intégration dans le marché, au marché de l'emploi qui doivent être renforcés. Et nous avons intégré, mobilisé la société civile, les églises, les syndicats qui s'activent dans les quartiers, qui parlent directement aux jeunes, qui intègrent les jeunes dans les associations sportives, etc. Et nous avons conclu un accord avec l'industrie berlinoise en leur faisant comprendre nous avons un potentiel de main-d'œuvre, donc ils peuvent profiter. Et je pense vraiment qu'on peut tirer un profit économique grâce à l'intégration et grâce à l'intégration par l'emploi. Mesdames et messieurs, en concluant, j'aimerais souligner
il faut envoyer un signal clair. Nous sommes ravis d'accueillir les immigrés, mais nous voulons vivre ensemble sur la base de nos valeurs. Liberté de religion, égalité homme-femme, etc., sont des valeurs qui tout le monde doit accepter, toutes les religions. Donc, mesdames et messieurs, l'intégration, la migration dans nos pays peut constituer un enrichissement, une grande chance, mais il ne faut pas se leurrer. Il y aura des problèmes qu'il faudra résoudre, des défis qu'il faudra relever dans nos villes. Et dans ce cas, nous, en tant que ville démocratique, en tant que maire démocratique, avec des valeurs démocratiques, nous pouvons nous opposer aux forces autoritaires et nationalistes et mener ainsi nos villes à la réussite. Thank you, Mr. Mueller. Well, thank you very much for the invitation. Merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de partager ce panel avec M. Mueller et M. Coder et participer à Metropolis, qui est probablement une des organisations les plus importantes de maires à travers le monde. Et nous partageons beaucoup de défis avec les maires de villes de grandeur similaire. Alors, c'est important pour nous, d'apprendre les uns des autres et d'échanger nos expériences, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde interconnectés où les distances physiques et virtuelles sont plus courtes et plus rapprochées que jamais et se rapprochent de plus en plus. Alors, les gens à travers le monde interagissent. Il y a beaucoup de mobilité. Alors, cette question d'intégration, comment on compose avec l'immigration, est une question très importante dans le monde et pour nous en Argentine et à Buenos Aires. Parce que l'Argentine est un pays d'immigrants. Nous avons toujours eu les portes ouvertes pour les immigrants de partout à travers le monde. Par exemple, l'année dernière, on a accepté de recevoir 3000 réfugiés syriens. La plupart sont déjà en Argentine et la plupart dans la ville de Buenos Aires. Et comme vous savez, a commencé avec une grande vague d'immigration européenne de l'Espagne et de l'Italie, un peu d'Allemagne aussi. On a eu une grande vague d'immigration au début du dernier siècle. Mais durant les 20 à 30 dernières années, on a une deuxième grande vague de migration de nos pays voisins. Et comme vous savez, la Constitution de l'Argentine et de la ville de Buenos Aires sont très ouverts à l'immigration. Ils ont presque les mêmes droits que les Argentins. Par exemple, dans la ville de Buenos Aires, dans le système d'éducation et dans le système de santé, ils sont totalement ouverts et gratuits pour les étrangers, comme les Argentins. Il n'y a pas de différence. Par exemple, ma famille, j'ai des membres de ma famille qui viennent de la région basque, de l'Espagne et de la France. Et la plupart des Argentins, on a des ancêtres qui viennent d'immigration. La ville de Buenos Aires, aujourd'hui, on reçoit des gens de différents secteurs de l'Argentine, on reçoit des gens des pays voisins et de partout à travers le monde. Et c'est une réalité que la plupart de ces immigrants de nos pays voisins pourraient avoir une difficulté à s'incorporer, à être intégrés au niveau social. C'est un grand défi pour la ville de constater tout ça et de répondre aux défis. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui de ce qu'on fait sur ce front pour illustrer notre engagement envers l'intégration. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait avec le barrio 31, le quartier 31. C'est un quartier 31, on peut appeler ça un îlot urbain. C'est dans le milieu de la ville. C'est à 3 pâtés de maison du centre-ville, 2 minutes de marche
proche de la maison du président, du siège du gouvernement national. Et c'est une ville dans une ville, parce qu'il y a presque 50 000 personnes qui vivent là, 10 000 familles, dans 32 hectares de territoire dans le milieu de la ville. Un de mes projets chéris, projets principaux comme maire de Buenos Aires, c'est intégrer Barrio 31. C'est le quartier 31. La moitié des gens dans ce quartier, c'est des étrangers. D'intégrer ce quartier, aussi intégrer les migrants dans la vie sociale de la ville. Je vous donne des indicateurs sociaux pour vous montrer les différences. Par exemple, en termes de compléter le secondaire, la moyenne de la ville, c'est 80 %. À Barrio 31, c'est 30 %. En termes de travail dans la ville, c'est 25 % de travailleurs sous la table. Et à Barrio 31, c'est 50 % de travailleurs au noir. Des jeunes qui ne travaillent pas et n'ont pas d'éducation dans la ville, c'est moins de 10 %. En Barrio 31, plus de 25 %. Alors, c'est pour ça que on s'est fixé comme objectif de transformer Barrio 31, quartier 31, en un quartier comme les autres. Alors, pour commencer, on travaille sur l'infrastructure. Les voisins là-bas, ils n'ont pas accès au système d'aqueduc, au système électrique. Les rues ne sont pas pavées, asphaltées, ils n'ont pas de lampadaires. On va mettre comme objectif d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, donc, on va avoir pour le quartier au complet, ils auront les mêmes services que tous les autres quartiers à Buenos Aires. C'est un objectif assez osé, assez difficile, mais on travaille fort là-dessus. On est en train de bâtir 1600 maisons. On est en train d'apprendre de l'exemple de Berlin. J'ai visité Berlin avec le maire Müller. Il m'a montré les programmes de logement social. C'est très impressionnant. Et aussi, on est en train de déplacer 1000 familles qui vivent sous une autoroute, disons, dans un projet important, on est en train de déplacer l'autoroute parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui vivent sous l'autoroute. On est en train de déplacer l'autoroute. C'est très compliqué comme projet, mais on a déjà lancé ce projet. Aussi, on a une façon aussi de normaliser toutes les PME. Il y a 900 PME, il y en a juste 300 qui sont officiels et on va normaliser tous ceux qui n'ont pas de permis. On est en train de déplacer le ministre de l'Éducation au milieu de ce quartier dans une bâtisse très moderne. On va déplacer 2000 travailleurs de nos employés qui vont aller là-bas. C'est important pour nous d'avoir des gens qui vont travailler là, d'encourager cette intégration et de normaliser la situation. On a aussi l'engagement de ADB, le Banque interaméricain, qui vont mettre leur bureau régional pour l'Amérique latine dans un bâtiment dans le milieu de ce quartier. Ça montre un engagement de la ville envers le développement de ce secteur et l'intégration de la migration. C'est très important parce que la moitié de la population là-bas, c'est des étrangers. Et ce qui est bien de tout ça, c'est que la plupart des porteños, comme on appelle les gens qui vivent à Buenos Aires, ils savent qu'on fait un travail important, un investissement important en infrastructure dans le secteur et ils le savent que la plupart des gens sont étrangers, mais ils approuvent qu'on fasse ça, de montrer notre ouverture, d'accepter les immigrants et leur donner les mêmes droits que les Argentins. OK? Alors, je suis sûr que je peux vous montrer l'année prochaine et l'année d'après notre progrès et ce qu'on a pu réaliser là-dedans. C'est un des projets les plus porteurs, pas seulement pour Buenos Aires, mais pour l'Argentine en entier et pour l'avenir de notre pays. Alors, merci beaucoup. C'était fascinant. Merci, M. Moreta. Et maintenant, M. Coder.
C'est tout. Vous savez, je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Ça démontre encore une fois l'importance de Metropolis en même temps, mais aussi l'importance des villes. Évidemment, la Fondation et l'Université McGill de nous recevoir. In Montreal, we switch from À Montréal, on change d'anglais à français, alors je m'excuse pour le traducteur, mais c'était important pour moi d'être ici. Je vais commencer en anglais. Nous devons savoir de quoi on parle ici. Quand on parle de la migration en Europe, ça sonne plus comme l'immigration illégale. Quand on parle de l'immigration au Canada ou à Montréal, on parle de citoyenneté. Et c'est important de distinguer parce qu'il y a un élément géographique. On a un mouvement de... par exemple, la Syrie. Quand les gens de la Syrie vont en Jordanie ou dans le Liban, dans les plaines du Bekaa, et ils vont en Europe, dans leur esprit, et je leur ai parlé personnellement au Liban, selon eux, ils vont pouvoir revenir. Quand ils viennent à Montréal ou à Buenos Aires, ils traversent l'océan. Et selon eux, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, et c'est tout. Ils coupent les ponts avec l'ancien monde et ils vont dans un nouveau monde, une nouvelle vie. Deuxièmement, quand on parle de l'intégration, ça prend du temps. C'est pas spontané. Il faut faire très attention là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on fait la promotion de ce concept de vivre ensemble, car on a un équilibre entre être ouvert, être fier de qui on est, garder nos valeurs, mais la vigilance en même temps contre la radicalisation, mais aussi pour nous donner le temps de pouvoir assembler, d'amener les gens ensemble. C'est une approche équilibrée. La question d'immigration, la question de la diversité pour nous est importante parce que Montréal, le Québec, le Canada est une terre basée sur sa diversité. Il y a 375 ans, lorsqu'on a mis sur pied, quand Jeanne Mance et puis Maisonneuve sont venus s'installer ici, ont créé Ville-Marie, il y avait quelque chose en tête. La première, c'est ce que je dis toujours, il faut reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé traditionnel Mohawk. Il y avait donc des Autochtones avant. Ces Autochtones, avec les Français, ont décidé de vivre un nouveau sens à la communauté. That's the living together. C'est ça, le vivre ensemble. Déjà, la signature au début de Montréal existait, la diversité, de rassembler les gens et que l'on ne peut pas vivre seul. Ça, ici, c'est une terre d'immigrants. Et si on veut juste penser qu'économiquement, politiquement, que ça sera une intégration automatique, non. C'est on va avoir des gros problèmes démographiques ici. On n'a pas d'immigration. Bien sûr, depuis 1967, il y a eu des vagues d'immigration à cause de Expo 67, beaucoup d'amour et beaucoup de diversité aussi. Et ça a amélioré, ça a rehaussé le vivre ensemble. C'est pour ça que l'immigration, l'intégration, c'est des points clés et sont des priorités pour le futur des villes, pour pas juste rassembler les gens, mais dans les 20 prochaines années, 70% de la population mondiale sera installée dans des centres urbains. Alors la ville, c'est l'avenir. Alors on a un laboratoire incroyable où le plus gros problème et les plus grosses solutions se retrouvent. Alors c'est pour ça qu'on parle d'immigration, de migration aujourd'hui, mais à travers Metropolis, on va parler de gouvernance et de processus décisionnel. D'être ici aujourd'hui, on va répondre évidemment à des questions. Le fait d'avoir dans la même table Berlin, Buenos Aires et Montréal envoie un message très, très fort, basé sur leur propre diversité, mais également sur leur force politique et leur force économique. Vous voyez à quel point Montréal est une ville internationale et une ville qui fait partie justement de cette connectivité, appelons ça comme ça, pour faire partie de la solution. J'ai été moi-même ministre de l'Immigration, donc j'ai vécu, après les événements du 11 septembre, comme ministre de l'Immigration, comment, au lieu de bâtir des murs, we don't build walls here, we build bricks.
On ne bâtit pas des murs ici, on bâtit des ponts. Comment est-ce qu'on peut nous assurer de bien vivre ensemble, apprendre les uns des autres, être égal et différent en même temps et envoyer un message que la diversité, c'est une force, mais ça prend du temps. Il faut apprendre les uns des autres. Rien n'est parfait, mais en fin de compte, notre ADN, notre signature à Montréal est basée sur la diversité. Et ça a commencé avec l'immigration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi important que jamais de parler de ces questions et partager les meilleures pratiques de logement, de marché de travail, amener les jeunes à l'école. On croit que Montréal devrait être une ville sanctuaire pour ceux qui sont sans papier. On travaille là-dessus et je conclus là-dessus. Il y a environ 35 000 nouveaux arrivants chaque année à Montréal, 100 par jour. Si on prend ceux qui ont un statut temporaire, il y a 100 000 personnes qui viennent à chaque année à Montréal. Alors, l'intégration, c'est important. Nous mettons de l'avant un nouveau bureau, the Office of Integration of New Arrivals, BINAM in French, where we'll talk about housing, talking about labor market, and have some programming with the private sector and institutional sector to be able to put these people to work and helping them integrate. And in Berlin and Buenos Aires, we're talking about recognizing their diplomas and make sure that if they get sick, they don't have to call a taxi to get a doctor. So to have the opportunity to create a new catalyst, economic catalyst, to be able to give people the possibilities to work in their field in Montreal and in Canada. Je serais heureux de répondre à vos questions et de discuter avec mes frères ici. Et c'est bien de voir que Montréal est pertinente et on peut accueillir la planète. Merci à l'université et à la Fondation. Muy bien. Gracias. Muy bien. Thank you very much to... Merci beaucoup à nos trois maires pour ces merveilleuses présentations. On va prendre quelques questions de l'auditoire. J'ai une question premièrement que j'aimerais poser aux présentateurs pendant que vous réfléchissez à vos questions. La question est la suivante et je vais la poser aux trois en ordre. Alors, M. Coder va commencer. Nous assurer que les immigrants puissent bien s'intégrer au marché du travail, ça semble être au cœur d'un plan d'intégration et un plan socio-économique. On a déjà fait ça, on mentionne ça dans nos présentations, mais je vais vous demander de parler d'une pratique exemplaire que vous avez adoptée pour faciliter l'accès au marché du travail pour les nouveaux arrivants. Il y a deux choses. Premièrement, nous croyons que les villes, c'est pas une créature de la province, mais un niveau de gouvernance, un niveau de gouvernement. Alors, on a des choses pour l'avenir. On aura un nouveau statut de métropole à travers le nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale du Québec qui va nous donner des outils à travers une dévolution totale du logement. Il faut qu'on ait plein pouvoir sur le logement, mais aussi les gens ont besoin d'un toit, mais aussi on va parler d'intégration où on aura un guichet unique à partir de notre bureau de l'intégration des nouveaux arrivants, mais l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance. Alors, ça veut dire que tout le monde a un rôle à jouer. Et si on regarde la reconnaissance des titres étrangers à travers les ordres professionnels, je pense que c'est un des facteurs clés sur lesquels il faut travailler. On a des enjeux avec les professionnels de santé dans certains secteurs, mais on a aussi du succès. Les dentistes, par exemple. On a signé une entente, la Ville de Montréal, toutes nos universités et collèges sur l'île de Montréal pour qu'on ait un guichet unique, pour qu'on puisse travailler pour donner des réponses. En fin de compte, on ne veut pas baisser nos normes, bien sûr, mais il faut donner des réponses. On ne veut pas créer des fausses attentes au niveau des nouveaux arrivants et en fin de compte, ils ne pourront pas travailler dans leur profession. Et surtout avec la recherche et le développement et tout ce qui foisonne ici, différentes grappes d'activités, on a besoin de... Au niveau d'un programme de formation avec les universités, pour qu'on puisse avoir
projet sur lequel on travaille avec les villes et ceux qui ont déjà des diplômes pour nous assurer qu'on est tous sur la même page. Au niveau des associations professionnelles, ça dépend du gouvernement du Québec, bien sûr, le gouvernement provincial, s'ils vont pouvoir donner cette reconnaissance-ci. On prend ces 2 points, plus le programme que je vous ai mentionné. Au Hydro-Québec, les corporations, les différentes institutions mettent l'accent, travaillent sur amener ces nouveaux arrivants pour qu'ils puissent travailler dans leur profession. On travaille aussi avec le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Comme je vous ai dit avant, en Argentine et à Buenos Aires, on a un très fort engagement vers l'intégration des immigrants. Et bien sûr, un des aspects de ça, c'est qu'ils entrent dans le marché du travail. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il faut promouvoir l'emploi en Argentine. Il ne différencie pas entre les Argentins et les étrangers. Ils sont ouverts à tout le monde, indépendamment de tout le reste. Par exemple, à Buenos Aires, on est la plus grande ville latine en Amérique latine. Les étudiants étrangers qui étudient à l'université, on a 70 000 étudiants étrangers de travers le monde et c'est une des villes qui est la plus souvent choisie par les étudiants pour faire un trimestre d'échange d'une université à l'autre. Devinez qui est le premier? Je peux deviner. Je vous donne une chance de deviner. Allez-y, devinez. Faisons compétition là-dessus. Non, mais vraiment, la plupart des universités, ils ont un trimestre à l'extérieur, un échange, trimestre d'échange étudiants. Ils viennent à Buenos Aires. On a des programmes pour promouvoir ça. Alors, en termes d'emploi, encore une fois, quand on parle de l'exemple de ce qu'on fait en Barrio 31, quartier 31, la moitié des immigrants sont là-bas pour montrer notre engagement. Moi-même, j'ai déplacé mon bureau au milieu de ce quartier défavorisé, quartier 31. J'ai mis bureau là-bas. Je vais là quelques jours par semaine. Et là, dans mon bureau, on a un centre pour les entrepreneurs et développement du marché du travail. Une de nos priorités là-bas, premièrement, c'est de formaliser, normaliser les entreprises et les PME existantes qui n'ont pas de permis. Alors, on va formaliser, normaliser tout ça avec un bureau là-bas où on offre des cours pour aider les entrepreneurs. L'esprit entrepreneur est très fort à Buenos Aires. Alors, aussi au niveau de la haute technologie, mais aussi au niveau de la rue, les gens qui font de la nourriture ou qui font qui offrent des petits services. Alors, on a un bureau là-bas, à côté de mon bureau, où on a ce bureau de développement du marché du travail, où on donne des conseils, on donne des cours, on a des programmes, on a une académie d'entrepreneurs de Buenos Aires avec plus de 50 000 personnes qui prennent des cours. Et on espère et nous avons on pense que mettre les bureaux du ministère de l'Éducation là-bas, c'est aussi un signe de notre engagement. Alors, l'intégration du marché du travail, c'est une partie importante de notre projet d'intégrer les immigrants et le quartier 31. Ce sont de bons exemples. Merci. Monsieur Buller. Oui, il est vrai que, nous pensons que c'est très important pour vivre ensemble de pouvoir nourrir sa famille de son propre emploi. Donc, l'emploi joue vraiment un rôle crucial. Toutefois, j'aimerais faire la différence entre l'immigration régulière que nous avons dans notre ville et la migration des réfugiés. Parce que, la migration officielle, régulière, fait en sorte que, nous essayons d'offrir une bonne éducation aux enfants, aux jeunes, afin de leur permettre d'avoir des perspectives sur le marché de l'emploi. Nous avons des écoles où jusqu'à 80% de jeunes avec des origines étrangères, et il y a des pédagogues, il y a des professionnels, des sociologues qui permettent vraiment d'assurer cette intégration et de permettre à ces jeunes d'avoir une très bonne formation. Pour ce qui est des réfugiés, c'est quelque peu différent. Il y a beaucoup d'adultes qui viennent
dans le cadre des vagues de migration de réfugiés. Et bien sûr que nous voulons éviter qu'un médecin devienne un chauffeur de taxi, mais ce ne sont pas seulement des avocats et des médecins qui viennent. Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont aucune qualification, qui sont quasiment analphabètes. Donc, d'une part, ça veut dire que là où nous avons des enfants dans notre ville, et je l'ai mentionné, nous avons ces classes d'accueil et nous voulons leur fournir un soutien, mais d'autre part, nous avons aussi besoin de programmes de qualification pour les adultes en coopération lors de négociations, par exemple aussi avec les grandes entreprises, avec les partenaires sociaux, les associations professionnelles. Mais c'est vraiment un processus très difficile, très onéreux et à long terme. Pour quelques centaines de personnes qui sont venues chez nous donc, dans cette vague de réfugiés, nous avons pu trouver des emplois et des centres de formation. Alors, il y a bien sûr des stages, mais vraiment cette étape de pouvoir les intégrer sur le marché du travail est très, très difficile pour les réfugiés. Alors, nous misons sur la coopération avec les entreprises, mais il s'agit vraiment d'un processus à long terme. Thank you. So our time merci. Alors, on peut prendre des questions du plancher. Je pense qu'on a des micros ici et là, dans les deux allées. Si vous voulez poser vos questions, s'il vous plaît, venez au micro. On va prendre 3 questions et on demandera au maire de vous répondre. Pour la présentation, mon nom est Daisy Boustani de Culture Montréal. Vous avez parlé d'intégration à multiples niveaux. On a parlé de logement social, on a parlé de vivre ensemble et évidemment d'intégration économique. Évidemment, il y a toutes sortes de programmes qui sont de plus en plus mis en place pour faciliter la reconnaissance des diplômes. Et là, on parle des immigrants, pas nécessairement des réfugiés, que vous avez nommés analphabètes et puis avec certaines situations des fois plus difficiles. Ce que j'aimerais savoir, c'est, on a documenté au Québec, à Montréal notamment, où la majorité des immigrants vivent, à compétences égales, des problèmes de discrimination, de racisme. Donc, finalement, on observe qu'à compétences égales, plusieurs personnes ne trouvent pas d'emploi. Alors, j'aimerais connaître un peu, pour chacune des villes que vous représentez aujourd'hui, quels sont les leviers que vous avez mis en place pour lutter contre ces discriminations-là au travail. Donc, ça serait ma première question. Et puis, ma deuxième question, évidemment, pour assurer cette intégration à multiples niveaux, ça demande un grand effort de dialogue intersectoriel. Donc, une gouvernance très forte et puis, finalement, ce travail de partenariat, de collaboration entre les différents services à l'intérieur d'une ville, mais aussi de multiples échelons de gouvernement. Alors, j'aimerais aussi connaître, finalement, quelles sont les structures, les mécanismes que vous avez mis en place pour faciliter ce dialogue intersectoriel. Et puis, vous avez parlé du binôme, M. Coder. Si vous pouvez nous en parler un peu plus aussi, ça serait bien intéressant. Merci. On va prendre 2 autres questions avant de laisser les maires répondre. Je vous demanderai de vous limiter à une question, s'il vous plaît. OK. Hallo, ich fange auf Deutsch an. Herzlich. Je vais commencer en allemand. Merci beaucoup de votre présentation. Je trouvais que votre témoignage sur l'intégration de demandeurs d'asile à Berlin était passionnant. Et j'aimerais savoir que font les 3 villes pour intégrer les immigrés illégaux. J'avais une question. Je ne suis pas vraiment bon en politique, mais vous parlez d'Hydro-Québec. Est-ce que vous pensez que ce serait possible pour Hydro-Québec de prendre leur technologie parce qu'ils font des choses super bien et les taux de réponse sont très bons, de faire des installations d'Hydro-Québec, mais dans d'autres métropoles à travers le monde, comme ça, ils pourraient faire de l'argent là-dessus. Est-ce que c'est possible?
Je vais demander à M. Coder de commencer. Vous êtes super gentil. Bienvenue. Écoutez, parce que j'ai été ministre d'immigration, je comprends certains des enjeux auxquels nous faisons tous face. Merci, Michael. Il faut différencier entre les réfugiés, les immigrants investisseurs. Il y a différentes catégories, différents enjeux. Mais en fin de compte, 85% des nouveaux arrivants au Canada vont devenir des citoyens. Et nous croyons que l'avenir est dans les villes. Alors, il faut s'occuper de ça, de cet environnement. J'ai demandé un statut de métropole. Le fait d'avoir cette capacité en matière d'habitation, d'avoir une capacité aussi légale, parce que vous avez aussi des victimes de logements insalubres, donc il y a des choses qu'on peut faire en ce sens. Le fait de aussi travailler en matière économique avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants, là, ça c'était dû, on a eu près de 30 000 réfugiés syriens au Canada, donc au moins 25% au Québec et la vaste majorité est à Montréal. Donc, c'est comment on peut s'assurer que ces gens-là puissent, comme il se doit, contribuer à l'effort collectif parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc, le binôme devient cette réponse. C'est pas nécessairement évident toute la question des sans-papiers. Donc, nécessairement, on a besoin d'avoir des politiques qui vont toucher à plusieurs niveaux. Les enfants, on le voit avec le ministre de l'Éducation pour qu'ils puissent avoir accès à l'école. La question des soins de santé, mais aussi la question... Moi, je pense que chaque cas est individuel. Je ne suis pas pour une amnistie générale. Mais on est capable de bouger en ce sens et de travailler avec la société civile pour régler des choses. Donc, avec le statut de métropole, on va être en mesure de régler beaucoup de choses. Pour l'Hydro-Québec, bien, ils sont déjà très forts au niveau de l'international. S'ils peuvent développer des modèles et s'assurer qu'on puisse travailler ensemble dans cette transition énergétique, so be it. Pour le restant, bien, je pense que le fait de travailler, on se rend compte que les mêmes défis avec l'ensemble des maires, on est capable de définir des façons de faire et puis de faire des échanges de meilleures pratiques pour arriver à aider les gens à améliorer leur propre qualité de vie et travailler dans leur domaine. Voilà. Merci. Mr. Loretta, please. Okay, in terms of... En termes de discrimination en milieu de travail, c'est pas un gros enjeu à Buenos Aires. On a une loi très forte anti-discrimination qu'on a passée il y a quelques années, qu'on a mis en œuvre il y a quelques années pour défendre tout le monde et être même les petites discriminations. Ça inclut non seulement la nationalité, les choix sexuels, le sexe, région, nationalité, religion, couleur de peau, et c'est l'ouverture, la diversité, c'est très important pour nous à Buenos Aires. Et on est un grand défenseur de cette ouverture, de cette non-discrimination. Ça a été le pape François. Et à Buenos Aires, on a une communauté juive très forte, mais on a une très forte communauté musulmane et ils travaillent ensemble, ils travaillent bien ensemble. Et ça, le pape François avait un bon message, un bon rôle à jouer là-dedans. En termes d'intégration, intégrer les immigrants illégaux, comme j'ai dit, la Constitution en Argentine et à Buenos Aires est tellement ouverte qu'il n'y a pas d'immigrants illégaux. Ils ont tous une carte d'identité. La seule exception, ça pourrait être quelqu'un avec un dossier criminel ou avec des problèmes au niveau criminel, mais ils ont tous une carte d'identité assez facilement. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes droits. Vous allez à une école publique en Argentine ou une université publique qui sont complètement gratuits et vous voyez des immigrants surtout de pays voisins, mais nous avons une grande vague d'immigrants chinois aussi, de partout à travers le monde, vraiment, et ils sont très bien intégrés. Mr. Mueller.
Oui, alors la question de la discrimination sur le marché de l'emploi est un sujet très important et bien entendu, nous regardons ce que font nos villes partenaires, nous essayons d'apprendre. Nous aussi, nous avons des lois anti-discrimination. Toutefois, c'est la vie quotidienne qui parfois est différente et qui contrôle vraiment si ces lois anti-discrimination sont vraiment respectées. Ce n'est pas toujours facile et par conséquent, nous avons lancé un projet, je vais parler c'est la possibilité de poser sa candidature de façon anonyme afin qu'au cours des premières étapes, on ne peut pas reconnaître s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un musulman, d'un chrétien, s'il s'agit d'un habitant qui habite chez nous depuis très longtemps ou si c'est un nouveau arrivant. Donc, c'est un processus anonymisé qui vise seulement à contrôler les compétences et ce n'est qu'à un stade ultérieur qu'on sait finalement qui est le candidat afin de pouvoir dire oui, je désire avoir ce candidat ou cette candidate parce que les compétences sont là. Et il n'y a pas eu de raison auparavant d'expliquer donc tous les antécédents de la personne. De plus, nous avons certains quotas aussi, nous avons la possibilité aussi d'offrir des postes très attrayants au niveau de l'administration. Par exemple, au niveau de l'administration du Sénat, du gouvernement. Et nous avons dit très clairement que nous voulons avoir aussi du personnel venant d'origine étrangère. Et nous leur offrons aussi des formations spéciales lorsque c'est nécessaire. Alors, deuxièmement, que faisons-nous avec les immigrants illégaux? Alors, nous avons un titre à Berlin qui dit « Il n'y a aucune personne qui n'est illégale ». Qu'est-ce que c'est qu'un immigrant illégal? En fait, les gens viennent pour des raisons très différentes. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont persécutés, par exemple, pour leur position politique, leur religion, qui sont persécutés pour leurs préférences sexuelles. Et pour ceux qui, en fait, et que ce soit, par exemple, des journalistes ou des scientifiques qui ne sont plus en mesure de travailler librement, ceux qui viennent chez nous ont le droit d'avoir l'asile politique. Alors, c'est une protection qu'ils obtiennent, d'une part. Deuxièmement, ce sont des personnes aussi il y a des personnes qui viennent pour des raisons économiques. Et là, nous devons dire et voir que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Et je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Nous ne sommes pas un pays d'immigration. Nous n'avons pas ces lois, ces traditions qu'ont les autres pays d'immigration. Et donc, pour ce qui est de ce groupe d'immigrants, nous essayons d'examiner et de voir si ce n'est pas une situation où, à moyen terme ou à long terme, les gens peuvent retourner dans leur pays d'origine parce que nous ne sommes pas en mesure de les intégrer de façon permanente dans notre système, dans notre économie, parce que nous voulons aider beaucoup de gens qui sont à la fuite et qui se clament du droit d'asile politique. Alors, c'est un peu la différenciation que nous avons en Allemagne en ce moment. Thank you very much. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, remercier nos trois invités qui ont bien voulu partager sur ce sujet très important. Alors, je vais vous demander, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de faire deux choses. Un, c'est de rester dans vos sièges. On va quitter rangée par rangée. Et deuxièmement, s'il vous plaît, retournez votre appareil de traduction. Merci beaucoup.